Et voilà, ça commence, le cycle de la journée commence et toutes nos excuses parce qu'on a commencé avec quelques minutes de retard. Cela est dû à des soucis techniques, mais vraiment indépendants de notre volonté. Bonjour à tous, bienvenue. C'est Soro Félicité, bien sûr, qui réalise et qui signe l'écriture technique de cette émission. De magnifiques femmes, dames, ça selon, qu'on m'accompagne ce matin. À ma gauche, Nessie Ndri. Bonjour Nessie. Bonjour Marco. À ma droite, Fatim Djidje. Bonjour Fatim. Bonjour Marco. Et bien vous le savez, c'est Matin Bonheur. On dit quoi Nessie? On dit rien et surtout qu'il y a beaucoup de choses à dire et à voir dans le conducteur du jour. Vous le savez, aujourd'hui mardi, les fondamentaux du mardi sont à leur place et aujourd'hui on verra un pan du cycle judiciaire de la Côte d'Ivoire, ivoirien pardon. On parlera de la cour d'assises. Qu'est-ce que c'est? On aura de plus en plus d'informations dans la thématique de la dernière partie de votre émission, sans oublier vos différents reportages, vos différentes rubriques, techno, entreprendre. Marco? Oui, et puis tu fais un reportage, mais avant d'en arriver à elle, vous n'avez pas remarqué qu'il y a quelque chose qui a changé sur Fatim? Ah, elle est un peu... magnifique. Oui, elle a encore plus de joie. Rayonnante. Style afro, rayonnante. Et elle chante toute seule dans les couloirs des bureaux, tout ça. Il y a beaucoup de joie, tout ça. Fatim, c'est dû à quoi ça? L'amour est dans le pré? Au plaisir de vous retrouver chaque matin. N'importe quoi. Enfin bref. Fatim Djidje, la titro, c'est maintenant. Bonjour à tous, tout de suite les titres des journaux de ce mardi 23 janvier 2018. À la une de Fraternité Matin, j'en perds les mots grâce à Marco. L'investiture de George Weah hier en présence du chef de l'État Alassane Ouattara, c'est la première transition démocratique au Libéria depuis 73 ans. Au sujet de la lutte contre l'insalubrité, eh bien Anne Ouloto passe à la répression. La Gazette d'Abidjan aussi revient sur l'investiture du nouveau président du Libéria qui a prêté serment devant 9 chefs d'État et des footballeurs. Le journal évoque aussi la grande douleur du ministre de la Défense Ahmed Bakayoko suite au décès de Djaya Jean. À la une du quotidien bleu, Le Temps, après le retrait de l'ONUCI, eh bien, on tend vers le départ de l'armée française. Nous dit la couverture. Et en ce qui concerne la CEI et la non-exécution de l'arrêt de la Cour africaine, eh bien, les pressions s'accentuent sur le régime. On reste dans l'opposition avec Notre Voix cette fois-ci, qui titre « Pourquoi la défense de Gbagbo dit non à l'intervention des avocats et démocrates africains à la Cour pénale internationale ?» On apprend que les militants FPI du Tomki sont prêts à financer la campagne de Pascal Afine-Guessant pour la présidentielle de 2020. On poursuit avec vos hebdomadaires. L'essor ivoirien titre « Braquage de la BCEAO en 2011 par Gbagbo et le pouvoir, FPI, 329 milliards volés pour déstabiliser le régime Ouattara ». Autre sujet, eh bien, face aux nombreux accidents, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité a initié une rencontre technique. Et on finit avec la une de l'éléphant déchaîné qui titre « Assemblée nationale, voici le statut secret des députés ivoiriens ». Autre sujet, magouille dans l'appel d'offres sur la TNT. Qui peut informer le président Ouattara? Eh bien, je crois que c'est fait. Allez, le détail des articles, c'est aux alentours de 6h45. À tout à l'heure, Marcelin, que j'ai plaisir à retrouver. D'où ma bonne humeur. Yes, Fatim Djidje, qu'on retrouvera dans quelques instants pour la revue de presse. On poursuit notre conducteur avec cette fois-ci la rubrique qui vous fait bouger, c'est la gym. Bonjour Nessie, bonjour Marco, bonjour chers téléspectateurs, je suis très heureux d'être en votre compagnie. Aujourd'hui, on va faire une séance qui sera consacrée aux jambes, le bas du corps. Donc sans plus tarder, on va partir avec un petit mouvement d'échauffement, les ciseaux, d'accord? Allez, on part là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, engagez les bras, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Ok, super. Premier mouvement qu'on va faire pour rentrer dans le vif du sujet. On met la main au hanche là. On va lever la jambe tout droit devant. On fait 20. Lorsque vous montez la jambe là, on pose la pointe du pied seulement au sol. Allez, top, c'est parti. 1, 2, 3, 4. Posez la jambe avec délicatesse. 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on change de jambe. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, plus haut. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. On repart encore. Dernier passage pour cet exercice sur les deux jambes. On part à 20. Allez, un peu de courage. 3, 2, 1. Top, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on repart. Jambe gauche cette fois-ci. Dernier passage. 3, 2, 1, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Alors, on souffle un peu. En principe, vous devez sentir déjà au niveau des jambes que ça tire énormément. On part maintenant travailler les ischio-jambiers. Donc, on va faire talon aux fesses, là, en mouvement comme ceci. D'accord? On va en faire 20 et on reste sur une jambe. On fait 20, ensuite on bascule sur l'autre jambe et on fait 20. D'accord? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6. Engagez les bras. 7, 8, 9, 10. On tire, on ramène aux hanches. 2, 3, aux hanches, marque. Allez. 5, 6, 7, 8, 9, 10 sur une jambe. 1, 2, 3, on part à 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettez du rythme. 8, 9. Ok, on bascule. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on repart les deux jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, super. Allez, on reste en mouvement. Ok, on souffle. Le dernier exercice que je vous propose, on va lever la jambe tout droit et on va ouvrir la jambe sur le côté. Là, 1, 2, 3, 4, d'accord? Sauf que lorsqu'on va lever la jambe là et là, on va compter 1. Et on va faire 10 deux fois. Vous êtes prêts? Allez Marco, ça va? Allez, 3, 2, 1, go! 1, 2, ouvrez bien la jambe. 3, 4, 5, 6, super. 7, 8, 9 et 10, super. 100 ans de repos, on change de côté, on part sur la jambe gauche. 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, super. Alors, j'espère que vous avez réussi à faire tous ces mouvements chez vous à la maison. Si ce n'est pas le cas, faites un effort pour les répéter ces exercices. C'est comme ça que vous allez être en forme. Moi, je serai là demain. J'espère que vous aussi. D'ici là, gardez la pêche. Ciao.
Et on va la garder, la pêche. Merci beaucoup à vous, coach Fabio Capello, comme on aime à l'appeler. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Nous sommes aujourd'hui le mardi 23 janvier 2018. C'est le, bien sûr, 23e jour de l'année, 4e semaine. Le mois de janvier est en train de finir. Ça, c'est la très bonne nouvelle. Hein. Le mois de janvier est en train de finir. On est content. On est content. N'est-ce pas, Nessie? On est très content. Matin Bonheur, c'est le rendez-vous donc de l'information, la pédagogie. Tout à l'heure, nous allons avoir le grand plaisir d'être en compagnie de M. Noël Kofi, notre spécialiste S-Technologie, qui nous parlera des projets de Facebook qui fait partie maintenant de la famille de chacun. Ce n'est pas Nessie qui va me contredire. Mais avant, je tiens la main de Nessie et nous partons du côté de l'Australie. La Grande Barrière de Corail, c'est un endroit pour déclarer sa flamme. On y va. Grande Barrière de Corail, en Australie, est le plus grand récif corallien du monde. Visible depuis l'espace, elle s'étend sur près de 350 000 km² et abrite 600 variétés de coraux, 1500 espèces de poissons et 3000 types de mollusques. Inscrit au patrimoine mondial, cet écosystème fournit un abri et de la nourriture à des animaux comme le dugong, appelé aussi vache marine, ou la tortue verte, tous deux menacés d'extinction. Mais le réchauffement climatique fait des ravages, à tel point que le récif pourrait disparaître. Il a traversé en 2016 le pire épisode de blanchissement jamais enregistré, 93% des coraux ayant été affectés. Le blanchissement se produit lorsque des conditions environnementales anormales, en particulier l'élévation de la température de l'eau, poussent les coraux à expulser les minuscules algues photosynthétiques qui vivent en symbiose avec eux et sont à la base de leur couleur. Ce phénomène ne tue pas directement les récifs, mais les rend plus vulnérables aux maladies. Lorsqu'ils ne réussissent pas à récupérer ces algues symbiotiques, les coraux meurent. Selon des experts, si les émissions de gaz à effet de serre continuent d'augmenter, le blanchissement deviendra la nouvelle norme et se produira tous les 2 ans dans les années 2030. Après un blanchissement massif, il faut environ 15 ans au récif pour se régénérer. Des pans entiers de la barrière de corail pourraient disparaître d'ici une vingtaine d'années. D'autres menaces pèsent sur les récifs, comme l'agriculture intensive, l'aménagement du littoral ou encore l'étoile de mer dévoreuse de corail. La Grande Barrière de Corail est aussi une destination touristique majeure qui génère plusieurs milliards de dollars de recettes et crée des dizaines de milliers d'emplois. Des scientifiques estiment qu'il faut agir très rapidement pour améliorer la qualité de l'eau, car d'ici 5 ans, il sera peut-être trop tard. Mais voilà, nous sommes de retour sur le plateau de Matin Bonheur après un tour en Australie où Marco va demander ma main. Et puis l'avant-bras, le bras, tout ça aussi. Tout ça. Tout ça aussi. Mais ça fait mal quand même parce que ce magnifique paysage est menacé et on ne le dira jamais assez. L'environnement. On en parle dans la rubrique écologie. Il faut faire attention, il faut reboiser, il faut planter des arbres, il faut éviter de couper des arbres n'importe comment, il faut préserver l'environnement. On part tout de suite de notre côté, du côté de la Russie, où il fait très froid là-bas. Également, ça se ressent avec le réchauffement climatique, ça se ressent. Il y a la glace qui fond et c'est très dangereux. Mais là, on part pour les JO où il y a eu un gros scandale en 2014. C'était une histoire de dopage. On y va. C'est prendre des substances illicites pour améliorer ses performances sportives. Les athlètes recourent à des régimes spéciaux et des potions pour augmenter leur force et leur endurance dès la Grèce antique. Dans les années 1920, contrôler l'usage de drogue dans le sport devient une nécessité. En 1928, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme est la première fédération sportive internationale à interdire le dopage. Mais les restrictions sont inefficaces sans test. Ils sont généralisés dans les années 1970. Les drogues les plus couramment utilisées sont les stimulants, les produits androgènes comme les stéroïdes anabolisants, les hormones, les diurétiques et les produits masquants. Le recours aux stéroïdes anabolisants fait la une aux Jeux Olympiques de Séoul en 1988. Le sprinter canadien Ben Johnson est testé positif, premier cas de dopage enregistré pendant des JO. Dans les années 1990, des progrès dans les méthodes de dépistage permettent de sensiblement diminuer le dopage dans le sport. Mais surgit une nouvelle tendance, le dopage sanguin. Pratiquement indétectable, il accroît la capacité de transport d'oxygène du sang et donc l'endurance et les performances. L'Agence mondiale antidopage a été créée en 1999 dans la foulée du scandale qui a ébranlé le Tour de France l'année précédente. La star déchue du cyclisme Lance Armstrong est l'une des principales incarnations du dopage dans le sport. L'Américain 7 fois vainqueur du Tour de France a perdu tous ses titres et a été banni à vie de son sport après avoir admis s'être dopé toute sa carrière.
En novembre 2015, les patrons de l'athlétisme mondial ont aussi interdit de compétition internationale tout un pays, la Russie. Une commission indépendante mise en place par les autorités antidopage mondiales y avait mis à jour un système institutionnalisé de dopage. Oui, le dopage, hein, franchement, ça fausse les données, ça fausse les résultats. Il faut faire attention et puis avoir une vigilance. J'aime bien cette vigilance des instances internationales là, afin que les sportifs soient le plus safe et franchement plus clean possible. On ne le dira jamais assez. Je rappelle qu'en Côte d'Ivoire, il y a eu un cas de dopage avéré avec une athlète, donc c'était saut en hauteur, donc il y a quelques temps maintenant, voilà, on s'en souvient. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs, d'être sur RT1 en direct, en intégralité, en inédit. Nous sommes maintenant à la case technologie avec notre très cher Noël Kofi. Aujourd'hui, nous parlons des projets de Facebook. Bonjour Noël. Bonjour Nessie. Vous allez bien? Absolument très bien, merci. Alors, qu'est-ce qui se passe du côté de Facebook? Donc, Facebook a de nombreux projets. Facebook est en train d'envisager son avenir sur les 2 à 10 ans, qu'est-ce qu'il va devenir avec de nouveaux projets, de nouvelles idées, tout aussi novatrices, tout aussi extraordinaires et tout aussi folles. Captiver. Absolument, toujours captiver et puis assurer sa suprématie toujours sur l'échiquier international puisqu'il y a beaucoup de concurrence, il y a de gros moteurs de recherche, il y a des sites web internationaux. Donc aujourd'hui, Facebook est pratiquement le 3e dans le monde et il ambitionne donc gravir les échelons. Vous avez cité Facebook, vous pouvez citer les autres hein, pour ne pas qu'on dise qu'on fait la publicité. Alors on a Facebook, on a Google et on a Amazon notamment. Voilà. Ce sont les 3 leaders. Comme ça, YouTube aussi. Mais quand on parle de Facebook, c'est plutôt réseaux sociaux. Absolument. Facebook, c'est aujourd'hui le leader du réseau social avec pas moins de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. Quand même. Donc c'est vrai que c'est quand même très grand, mais il ne se limite pas à ça. On pourrait penser que tout est déjà acquis, mais au contraire, il développe encore de nouveaux concepts parce qu'il y a encore pas moins de 4 milliards de personnes qui ne sont pas encore connectées à Facebook. Donc l'objectif est de pouvoir connecter toutes ces personnes. C'est un marché énorme. Hein. Énorme, bien sûr, sur lequel rivalisent notamment les concurrents, les 3 autres sites cités précédemment. Alors, Noël, en quoi ça nous intéresse, en quoi ça va changer notre quotidien, les projets de Facebook? Alors, les grosses innovations de Facebook permettront carrément d'appréhender Internet d'une autre manière. On a déjà un de ces projets phares qui consiste à envoyer dans le ciel des drones qui permettront de diffuser la connexion Internet dans les zones reculées qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas d'infrastructure pour supporter Internet. Donc, ça va déjà permettre de connecter une bonne partie de la population qui n'a pas Internet. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle qui va permettre, par exemple, de lutter contre les suicides, parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de suicides sur Internet. Mais également des moyens de communiquer beaucoup plus avancés, communiquer par l'esprit. Donc c'est vraiment des méthodes par l'esprit. Donc on verra cela dans la présentation, c'est innovant et c'est un effet aussi waouh que celui qu'on a en ce moment. C'est vraiment très bluffant. Ça, on a tout de suite, on vous écoute, hein. Allez-y, allez-y. Alors Facebook, le réseau social qui permet d'échanger des données à des projets ambitieux. Au nombre de ces projets, on peut compter le drone nommé Aquila. Donc c'est un drone solaire, un drone tout à fait autonome qui fonctionne sans pilote et à l'énergie solaire. Ce drone donc a été conçu par le patron fondateur de Facebook, Mark Zuckerberg. Ce drone consiste donc à recevoir la connexion Internet depuis le sol. Donc l'objectif, c'est d'envoyer la connexion Internet dans des zones assez reculées qui n'ont pas accès à Internet, où il n'y a pas d'infrastructure qui supporte Internet. Le projet, donc, l'idée consiste à envoyer la connexion Internet depuis une borne au sol. Donc le drone reçoit la connexion et ce dernier chargera de transmettre cette connexion à toute une flotte d'appareils similaires. Ces appareils donc vont rester en l'air et pouvoir diffuser la connexion à des ménages qui n'ont pas accès à Internet en principe. Donc c'est un projet très révolutionnaire, un projet évolutif. Donc il a l'envergure d'un Boeing 737 mais pèse moins qu'une voiture, a déclaré Mark Zuckerberg. C'est très impressionnant. En 2004, il a été annoncé et il a effectué son premier vol test au Royaume-Uni le 28 juin 2016. Et ce fut une réussite. Avec 42 mètres d'envergure pour à peine 400 kg, le drone n'a pas de train d'atterrissage pour réduire le poids. Au décollage, il est tracté par une voiture jusqu'à atteindre la vitesse nécessaire à son élévation. Donc au décollage, il donc se détache de cet attelage pour se maintenir au vol. Il décolle donc progressivement et il est censé monter jusqu'à 20 km dans les airs et couvrir une superficie d'environ 50 km². Donc le fondateur de Facebook a donc dit que ce type d'appareil va permettre de connecter le monde entier. Il fonctionne donc à l'énergie solaire, ses ailes sont recouvertes de plaques solaires et il consomme donc à peine l'équivalent de 3 sèche-cheveux.
Wow. Donc c'est carrément innovant. Il a donc réalisé son vol normalement. Malheureusement, pour son premier vol, il y a eu à la fin du vol une petite erreur de manipulation, un petit problème technique qui a fait qu'il a perdu une aile. Donc l'objectif est de couvrir les zones qui ne sont pas très bien desservies en connexion Internet. Donc il a eu un deuxième vol test le 22 mai 2017, le 22 mai dernier. Et ce deuxième test a été réussi parce qu'il a réussi notamment à atterrir sans aucun problème. Il n'a pas eu d'aile, il n'y a pas eu de soucis. Et c'était dans le désert de l'Arizona, le désert Yuma de l'Arizona. Et il a effectué environ 1h46 de vol. Et ce drone sera très utile en Afrique. Absolument, absolument. Il y avait déjà un projet précédent de lancer un satellite, surtout pour couvrir la zone de l'Afrique subsaharienne. Malheureusement, ça ne s'est pas très bien passé. Au décollage, il y a eu une explosion. Et donc, ça a été une lourde perte pour Facebook. Mais les projets font fusion. Et donc, ils n'ont pas réussi? Non, pas avec le même. Il ne faudrait pas qu'on dise que c'est parce que c'était en Afrique qu'il y a eu l'explosion. J'espère que non. Oui, franchement. Franchement. Donc le drone, par contre, lui, il est en bonne voie. Il est en bonne voie et c'est aujourd'hui le seul concept qui atteint ce niveau-là, avec plus d'1 heure de vol. C'est ça qu'il y a de la concurrence également. Google avait essayé de lancer une montgolfière pour faire plus ou moins la même chose, mais par contre, avec les drones, l'autonomie est plus grande et le concept est également novateur et beaucoup plus réussi. On passe donc à l'intelligence artificielle. Donc là, il s'agit le PDG de Facebook, lors de sa conférence nommée F8, a introduit l'intelligence artificielle dans sa plateforme de chat qui s'appelle Messenger. C'est une plateforme de communication sur Internet. Cette technologie, donc baptisée Chatbot, va viser à introduire l'intelligence artificielle et permettre donc aux ordinateurs de reconnaître des images, des vidéos et donner du contexte aux mots, leur apportant ainsi la capacité de répondre à des questions relativement sophistiquées. Donc les interlocuteurs ne seront plus des personnes, mais ça va être carrément des chatbots, des robots, des logiciels programmés pour entretenir des conversations avec l'utilisateur. Donc ils pourront négocier, ils pourront proposer des résumés, ils pourront enregistrer des commandes personnalisées. Donc lorsqu'on passe une commande de fleurs, par exemple, on pourra donner le nom du récipiendaire, de celui qui va recevoir la commande. On pourra également ajouter le message qu'on souhaite afficher et donc le robot va enregistrer toutes ces données et pouvoir les traiter. On n'a plus besoin d'une personne, donc les entreprises vont pouvoir réduire leur personnel et puis utiliser plutôt ces applications-là. On voit là une autre le chômage. Mais l'innovation technologique aussi, je pense qu'il y aura des réadaptations et de nouveaux postes. Donc là, on a une utilisatrice qui interroge sa banque pour avoir notamment son solde et la banque entretient le dialogue et lui propose également d'épargner une partie de son avoir en banque. Elle utilise donc un selfie pour authentifier la transaction et automatiquement c'est fait. Donc il n'y a personne de l'autre côté, mais c'est plutôt un robot qui entretient la conversation et qui répond aux préoccupations précises. Autre adaptation, au cours d'un repas dans un restaurant, lorsqu'elle paye sa consommation avec sa carte, cela se fait automatiquement, donc la notification est transmise à sa banque et automatiquement elle reçoit une notification sur son téléphone portable qui lui demande est-ce qu'elle souhaite passer cette dépense en tant qu'une dépense personnelle ou une dépense professionnelle. Donc c'est très novateur, ce n'est pas une personne qui est derrière qui demande, tout est entièrement automatisé et ça se fait tout seul. C'est quand même pratique, c'est une intelligence artificielle qui analyse le contenu, qui analyse le comportement et qui fait des propositions personnalisées aux utilisateurs. C'est vraiment l'étape supérieure. Mais autre adaptation de cette intelligence, c'est Facebook va introduire la possibilité de scanner tout le contenu des échanges qui sont faits sur Internet dans le but de réduire le suicide. Il y a eu plusieurs cas de suicide qui ont été filmés même en direct sur Facebook. Et donc, voilà, les chatbots vont pouvoir analyser ce contenu et voir déceler ceux qui ont des tendances suicidaires et les signifier donc aux utilisateurs, aux personnes adaptées pour pouvoir aider ces personnes qui ont des tendances suicidaires. Donc c'est un projet très novateur qui va permettre de réduire notamment le nombre de suicides. Un projet très intéressant qui permettra aussi d'aider les personnes qui en ont besoin. Merci Noël Kofi. Merci infiniment. On vous retrouve la semaine prochaine. Absolument. Merci. Allez, on poursuit avec Hamza Diaby qui vient s'installer là pour le JT. En attendant, la météo. La météo? Pas encore? Pas encore? D'accord. Sous le parrainage de M. Moussa Sanogo, secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé du budget du portefeuille de l'État, la Direction générale des douanes organise du mardi 23 au samedi 27 janvier 2018 la 4e édition de la Semaine des douanes ivoiriennes, SUDIV 2018. Au programme, mardi 23 et mercredi 24 janvier 2018, séminaire bilan 2017 et perspectives 2018, lieu, immeuble, CGC. Vendredi 26 janvier 2018, Journée internationale des douanes, GID, thème, un environnement commercial sûr au service du développement économique, lieu, immeuble, CGC. Célébration des retraités et meilleurs agents de douane, lieu, immeuble Kestab. Samedi 27 janvier 2018, activités sportives, lieu, Forêt du Banco.
Tous ensemble pour une douane moderne et vertueuse. Infoline 20 25 52 08 20 25 52 21. MTN, everywhere you go. Les régions du sud forestier et du littoral connaîtront en début de matinée du brouillard ou de la brume humide assez dense qui réduira considérablement la visibilité avant de faire place à un ciel partiellement nuageux et progressivement ensoleillé. Ailleurs, le temps restera sec et masqué par un voile de poussière. Les températures enregistrées au cours de cette matinée, 27 degrés à Abidjan, 26 à Adiaké, 24 à Bondoukou, Boaké affichera 23 degrés, 24 degrés à Daloa, Dimokro notera 25 degrés, 24 degrés à Gagnoa, 23 à Korogo, Man enregistrera 20 degrés, 21 degrés à Odiéné, 27 à San Pedro, 26 à Sassandra, 25 degrés à Tabou et 24 degrés à Yamoussoukro. L'après-midi, la présence d'humidité combinée à l'insolation pourrait favoriser des formations nuageuses suivies de faibles pluies et d'orages isolés sur le littoral, notamment le littoral ouest et le littoral est. On observera de faibles averses localisées dans la zone forestière. Le nord restera brumeux et sec, tandis que la bande centrale recevra des vents humides qui atténueront les effets des vents secs. Côté température, au cours de cet après-midi, on notera 31 degrés à Abidjan, 32 à Adiaké, Bondoukou affichera 35 degrés ainsi que la ville de Boaké. À Dalo, on notera 34 degrés, 35 degrés à Dimokro. Gagno affichera 34 degrés, 35 degrés à Korogo. À Man, on notera 34 degrés, 35 degrés à Odiéné, 31 à San Pedro, 30 degrés à Sassandra et Tabou et 34 degrés à Yamoussoukro. Excellente suite de programme et agréable journée à vous. MTN, everywhere you go. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Le président de la République Alassane Ouattara est de retour à Abidjan. Il est rentré de Monrovia hier, Monrovia donc au Libéria, où il a assisté hier matin à la cérémonie d'investiture du président élu du Libéria, George Weah. Plusieurs chefs du continent ont effectué le déplacement dans la capitale libérienne pour prendre part à cette cérémonie. George Weah, la légende du football, a été investi donc hier lundi. Il a prêté serment devant des dizaines de milliers de Libériens au stade Samuel Doe de Monrovia. Mahama Traoré à Ouattouré. C'est devant des milliers de Libériens réunis au stade Samuel Canyon Doe de Monrovia que George Taolon Mané Opong Ousmane Weah a prêté serment ce lundi, devenant ainsi le nouveau président de la République du Libéria pour un mandat de 6 ans. Plusieurs chefs d'État africains, au rang desquels le président de la République Alassane Ouattara, ont également pris part à cette cérémonie d'investiture. L'ex-ballon d'or du football succède ainsi au prix Nobel de la paix, Ellen Johnson Sirleaf. Cette passation de pouvoir entre les présidents élus est la première depuis 1944 dans ce pays qui sort de plusieurs années de guerre civile. Âgé de 51 ans, George Weah a déjà porté le destin du football libérien. Mais cette fois, le défi est encore plus grand. Il s'agit de remettre le Libéria sur les rails du développement. Le nouveau président s'est donc engagé à transformer la vie des Libériens. Lutte contre la corruption, éducation, santé, tels sont les grands chantiers qui l'attendent.
À l'issue de la cérémonie de prestation de serment, George Weah a reçu les félicitations et les encouragements de ses pairs africains. Pour rappel, c'est le 26 décembre dernier que George Weah a été élu président de la République du Libéria avec plus de 61% des voix. Au chapitre économie de ce journal, sachez que la Banque mondiale a décaissé 32 milliards de francs CFA au profit de la Côte d'Ivoire. Un financement qui va servir à soutenir les efforts entrepris par le gouvernement en vue d'améliorer notamment la nutrition et la scolarité des enfants vulnérables. Jean-Luc Bangbo. Le projet multisectoriel de nutrition et de développement de l'enfant permettra d'étendre la portée des interventions en faveur de la petite enfance dans 14 régions administratives du nord et du centre de la Côte d'Ivoire, où le nombre d'enfants de moins de 5 ans souffrant de malnutrition chronique est le plus élevé du pays. Plus précisément, le projet viendra soutenir les activités communautaires en faveur de la nutrition et de l'éveil du jeune enfant. Il contribuera également à garantir une offre suffisante de services primaires de qualité en matière de santé et de nutrition de la mère et de l'enfant, à financer des programmes de vulgarisation agricole axés sur la production des ménages afin de favoriser la diversification de leur alimentation. Le nouveau projet donnera en outre lieu à un programme de financement conditionné aux résultats afin d'accroître la quantité et la qualité des services de santé et de nutrition en s'attachant spécifiquement à améliorer les interventions destinées aux mères, aux nouveau-nés et aux enfants. Enfin, il contribuera au renforcement des capacités des principales parties prenantes aux plateformes de coordination nationale, régionale et sous-régionale dédiées aux investissements consacrés à la croissance, à la nutrition et au développement de la petite enfance. Le projet approuvé aujourd'hui s'inscrit dans la logique du Plan national multisectoriel de nutrition 2016-2020 adopté par la Côte d'Ivoire. Je vous invite à présent à exécuter quelques pas de danse. Mais avant, cette question, que sont devenues ces troupes artistiques qui ont autrefois fait les beaux jours en Côte d'Ivoire? Toutes ces compagnies autrefois en vogue ne sont plus au devant de la scène. Pourquoi? Quelles sont les compagnies de danse qui luttent aujourd'hui pour se relever, pour le rayonnement de la culture ivoirienne? Issa Chonayeo signe cette enquête. Commune de Port-Bouy, quartier derrière Ouaf. Ici, la danse s'exécute dans tous ses états et dans toute sa splendeur avec des danseurs qui font découvrir tout leur talent. Bienvenue au temple de la compagnie Kanwan, qui signifie en langue gouro, levons-nous. Il faut qu'on crée un travail dur, un beau spectacle d'abord. Pour pouvoir atteindre un spectacle, il faut pouvoir répéter. Plus on est à la répétition, plus la chorégraphie sont bien travaillées, plus on est dans le temps. Pour être au niveau de sa performance, la compagnie Kanwan s'entraîne 3 fois par semaine sur les installations de ce maquis. L'espace est offert gracieusement par un opérateur économique féru de l'art. Le propriétaire de ce maquis aime beaucoup l'art. Donc, on voyait les jeunes, donc il en profite de cela aussi pour les aider. 3 décennies plus tôt, c'était la belle époque des compagnies de danse traditionnelles ou patrimoniales en Côte d'Ivoire. On se souvient encore du Djolem des feux Salif Koulibaly, du côté bas de feu Suleiman Koli, sans oublier le ballet national de Côte d'Ivoire. 3 compagnies de danse qui ont énormément contribué à la dynamique de la danse patrimoniale dans le pays. Aujourd'hui, elles se sont essoufflées, faute d'avoir su s'adapter à l'évolution du temps. La pratique de la danse a ses exigences, des contraintes qui demandent de bonnes conditions de travail. Une exigence qui fait défaut à la quasi-totalité des compagnies obligées de se contenter du minimum et de subir les desiderata des propriétaires d'espace. De cette réalité filtre une vérité. La compagnie Miemo à Yopougon vit une amère réalité. Ici, la salle ne nous appartient pas, c'est pour une dame. Elle s'occupe des enfants de la rue. Et puis en plus encore pour jouer à partir de 8h. On commence à 8h, on finit à 11h30. Pourtant on a besoin de temps. En dépit des difficultés, les compagnies travaillent dur pour se faire une place au soleil. Malgré toute cette débauche d'énergie, les marchés se font de plus en plus rares. Ceux obtenus au prix de 1000 difficultés ne sont pas bien rétribués.
Quand on vous invite, tu dis à quelqu'un, non, pour déplacer mon groupe, ça fait 600 000 euros. Attends, pour venir faire simplement bruit, là. Ah, vous payez 400 000 ou 500 000. Moi, je pense que c'est 50 000 ou même 25 000. Une compagnie qui répète normalement peut prendre un cachet de 500 à 600 à 800 000 à 1 million par spectacle. Parce qu'on est nombreux. On est nombreux. On peut se déplacer souvent à 20. Une satisfaction toutefois. La danse nourrit son nom. Sébastien et Chantal en donnent la certitude. Ceux qui veulent voir bon spectacle, là, on arrive à avoir des spectacles avec eux. Mais quand on arrive, quand on dit nos sommes là, ils disent ouais, vous méritez. Oui, par la grâce de Dieu, ça va. Si on gagne le prix de pain un peu, c'est que ça va. Vérité que partagent nombreux jeunes qui croient en leur art. Bakoubi est percussionniste. Il est heureux d'évoluer dans ce secteur de la danse. J'ai aimé la percussion depuis tout petit. Donc c'est ce qui m'a poussé à apprendre et puis à rester. Mon rêve, c'est d'aller valoriser la culture ivoirienne aussi dans d'autres pays. Si par le passé, en plus du marché local, beaucoup de compagnies faisaient fortune à travers des tournées en Europe ou en Amérique, aujourd'hui, les choses semblent beaucoup plus compliquées. De nombreuses compagnies se voient refuser de plus en plus les visas. Je demande que l'ambassade nous fait confiance. En tout cas, moi, personnellement, me fait confiance à ma compagnie. Parce qu'il y a confiance à mes éléments. C'est important d'aller et revenir et de créer la confiance entre nous et les ambassades. Souvent, quand une compagnie arrive net là, dans les idées, c'est qu'ils vont fuir. La difficulté à obtenir les visas fait qu'aujourd'hui, ce sont les Occidentaux ou Asiatiques friands de la danse africaine qui viennent à la rencontre des compagnies de danse, avec toujours la même offre et les mêmes attentes. Ils ont des bons spectacles et en plus, voilà ce que je disais au chorégraphe, il est capable de mêler effectivement la danse, de mêler de l'humour, de mêler de l'émotion, et ça franchement c'est quelque chose que je trouve super et que j'ai envie de défendre, et donc voilà, j'ai décidé de les accompagner sur leur parcours, de leur donner un gros coup de main. Cocody Rivera Palmeret, dans ce quartier, est installée l'école de danse et d'échanges culturels, EDEC, de Rose-Marie Guiraud. Créée au début des années 70, cette école, encore pleine de vitalité, continue de former des danseurs et chorégraphes. À l'EDEC, la danse se conjugue au pluriel. Ça fait plus de 12 ans que je suis à l'EDEC et je suis très heureuse d'être danseuse à l'EDEC. Et avec la danse, je m'en sors, je m'occupe de ma famille, j'ai des enfants. Tout enfant que j'élève ici fait la joie de mon cœur. Parce que j'élève un être humain qui va être responsable. L'expertise de la fondatrice de l'EDEC séduit les ambassadeurs qui ne manquent pas d'y effectuer le déplacement. C'est le cas de celui d'Espagne en Côte d'Ivoire. Visité d'un jour touché et émerveillé par le talent des danseurs de Rose-Marie Guiraud. L'EDEC fait partie de la vingtaine de compagnies qui répètent régulièrement et créent des spectacles, parmi la centaine que compte la Côte d'Ivoire. Le manque des salles de répétition, les cachets dérisoires ou rares, l'impossibilité de faire des tournées à l'extérieur sont autant de boulets aux pieds que traînent les compagnies du pays. Pourtant, la danse reste un secteur pourvoyeur d'emplois. Reportage signé Issa Chonoyeo. Rendons-nous à présent dans la région de la Bagoué, à Boundiali précisément. Vous allez le voir en image. Sur place à Boundiali, la maison coloniale a été ravagée dimanche par un incendie. Les enquêtes sont en cours pour déterminer les causes de cet incendie, selon le préfet de région qui a visité les lieux du sinistre. Mamadou Kwasi, de retour de Boundiali, son reportage dans nos prochains journaux. Et puis pour refermer ce journal, l'actualité internationale en bref, au terme de 9 jours
jours de procès. Le général Andilo, un des leaders anti-Balaka, a été condamné par la justice centrafricaine aux travaux forcés à perpétuité ainsi qu'à verser aux victimes ou à leurs familles 118 millions de francs CFA de dommages et intérêts. C'est le premier acteur de la crise qui a ravagé le pays de 2013 à 2015 qui est condamné. La défense a d'ores et déjà prévenu qu'elle irait en appel. Et puis les fonctionnaires américains sont de retour à leur poste ce mardi. Le shutdown, la paralysie du gouvernement n'aura duré que 3 jours. Républicains et démocrates sont finalement parvenus à un accord hier lundi sur un budget provisoire. Le gouvernement fédéral pourrait bien se retrouver à nouveau à l'arrêt si, d'ici le 8 février, aucun compromis n'est trouvé sur l'immigration. Bonne journée sur RTI. Merci à vous, Monsieur Diaby. On vous retrouve bien entendu demain. Demain. Et puis, on vous souhaite un très, très bon repos à Sacré-Vénard. Bonne journée. Et puis, merci d'être notre compagnie encore une fois, mesdames et messieurs. On va tout de suite au pas de course parce qu'on a commencé avec un peu de retard, avec, bien sûr, Fatim Djidji. C'est maintenant le moment de la revue de presse. La revue de presse qui démarre avec Fraternité Matin qui revient sur le parcours de George Weah. On lui reprochait son manque d'instruction. Il va payer des études aux États-Unis et obtenir des diplômes. On lui a brandi le manque d'assises politiques. Il va créer un parti et lorsqu'on le dit inexpérimenté, il va commencer par le bas en tant que sénateur. Entre-temps, George Weah va sillonner toutes les capitales africaines et européennes pour se former aux subtilités de la diplomatie. Sa carrière politique est marquée par les Taylor en 2002. Alors que le pays rate de peu la qualification pour la Coupe du Monde, George Weah dénonce le manque d'implication des autorités. Charles Taylor fera saccager et brûler la maison du héros national qui dira « Taylor était jaloux de ma popularité ». Quelques années plus tard, pour accéder au pouvoir, il choisit pour colistier Madame Taylor. La banquière lui apporte le soutien des partisans de son ex-mari et la caution du milieu financier. Les propos de Trump évoqués lors du sommet de l'Union africaine. Selon l'intelligent d'Abidjan, au cours de la cérémonie d'ouverture de la 30e session ordinaire des représentants permanents des États de l'Union africaine à Addis Abeba ce lundi 22 janvier, l'ambassadeur du Sénégal, Baye Mokhtar Diop, a proposé qu'une déclaration conjointe des chefs d'État africains soit versée au document final du sommet. Alors je vais le citer. Je voudrais revenir sur les propos haineux et injurieux tenus par le président des États-Unis à l'encontre de l'Afrique sur la politique d'immigration aux États-Unis. Ces propos d'une gravité extrême et bien d'autres auxquels nous commençons malheureusement à nous habituer ont suscité une vague de réactions, les condamnant et appelant le président américain à les retirer tout en s'excusant auprès des peuples concernés. L'Afrique et la race noire méritent le respect et la considération de tous, a-t-il rappelé. Cette semaine, Jeune Afrique propose un dossier spécial consacré à Félix Houphouët-Boigny. Et ce dossier spécial comprend un article d'Anna Sylvestre-Trainer qui débute ainsi. Là-bas, il n'y a rien à voir, il n'y a plus personne. Le président avait fait construire 24 tombes, aujourd'hui 21 sont pleines, tout le monde est mort. Ce sont les mots d'Augustin Thiam, le petit-neveu de Félix Houphouët-Boigny et l'un des gardiens du temple, devenu chef du canton Akoué, comme son grand-oncle et gouverneur de Yamoussoukro. C'est lui qui peut décider d'ouvrir à un étranger les portes du palais présidentiel. Un lieu à la mesure de la mégalomanie d'un chef d'État qui a fait de son village natal une étrange capitale, aux avenues trop larges, aux hôtels trop grands, aux bâtiments trop clinquants et à la basilique gigantesque, nous dit donc l'article. Allo Police revient sur la maison de l'horreur aux États-Unis. David et Louise Turpin, soupçonnés d'avoir séquestré leurs 13 enfants pendant des années, ont plaidé non coupables de tous les chefs d'accusation lors de leur présentation devant un juge. Le couple faisait vivre ses enfants dans des conditions immondes. Il les attachait à leur lit pendant plusieurs semaines consécutives et n'était même pas libéré de leur chaîne pour aller aux toilettes, a précisé le procureur. Le couple achetait de la nourriture pour eux-mêmes sans en donner à leurs enfants. Un des enfants de 12 ans pèse le poids d'un enfant de 7 ans et l'aîné de 29 ans ne fait que 37 kilos. De plus, plusieurs d'entre eux souffrent de déficiences cognitives et de lésions nerveuses dues à la malnutrition. Oula,
Et pour finir, une histoire de grossophobie dans l'insolite. Des futurs époux américains ont convoqué la presse locale pour se plaindre de la photographe professionnelle qu'ils avaient embauchée pour immortaliser leur mariage. Et celle-ci se serait ouvertement moquée de ce couple en surpoids. Et une photo en particulier que vous allez voir à l'écran a clairement été retouchée afin de nous amincir, dénonce la future mariée. Elle nous a probablement retiré 15 kilos chacun, s'indigne-t-elle. Ce n'est pas ce que nous avions demandé. C'est comme si mes photos n'étaient pas assez bonnes pour qu'on les laisse tranquilles. Et ça s'appelle la grossophobie, phénomène qui, je pense, est rare. Sous nos tropiques, c'est peut-être le contraire. La minsophobie dont je suis victime. Je plaisante. Avec un peu plus de foutou, de placali, je pense que ça ce problème sera résolu. Allez, Nessie, je vais voir vendredi si Fatim est courageuse. Je lui envoie une photo. Si elle a pu diffuser cette photo et expliquer, je vais le dire vraiment qu'elle est courageuse. D'accord. Nous savons de quoi nous parlons, n'est-ce pas, Fatim? Alors, on a vous pourrez relever le défi. J'espère que Mme Kadi Fadiga a bien suivi cet échange. Donc à vendredi. Non, je connais son point faible, je sais comment faire. Merci, salut, on fait un gros bisou à notre Red Chef. Voilà, j'ai commencé à l'amadouer comme ça. Merci d'être avec nous, c'est Matin Bonheur. Donc piloté, vous le savez, donc depuis la saison passée par Kadi Fadiga, votre serviteur, Nessie, tout le monde. On salue Eva, on lui fait un gros bisou. Rassurez-vous, elle se porte bien et elle a bientôt une très très bonne nouvelle à vous annoncer, on croise les doigts. Allez, maintenant la page économie, la page comptabilité avec notre invité, M. Jean-Baptiste Kouadio. Comment financer mon entreprise? Je rappelle que si vous êtes avec nous jusqu'à la fin de cette émission, on va parler donc aujourd'hui de la cour d'assises, donc le fonctionnement d'une cour d'assises, un thème qui a une résonance particulière avec l'actualité judiciaire de notre pays. On va en parler en long et en large. Monsieur Kouadio, bonjour. Bonjour. Comment financer son entreprise? Bien. On rentre tout de suite dans on va aller dans le vif. Dans le vif. Comment trouver les fonds pour démarrer son entreprise? On a parlé de gestion financière ici la dernière fois, mais il faut bien trouver les fonds quelque part pour commencer. Mais les fonds, ils existent. Où? On va voir ses parents. Première source de financement, c'est l'épargne. Alors, vous allez me demander, mais si on n'a rien, comment on peut épargner? Mais tout le monde a toujours quelque chose. Je vais prendre la population estudiantine, par exemple. Vous voyez, tous les matins, quand les étudiants vont à l'université, il y a des parents qui leur donnent 1 500 francs, 2 000 francs pour la journée. Mais sur ces fonds, imaginez que chaque étudiant épargne 100 francs au lieu d'acheter des canettes, au lieu d'acheter des iPads, au lieu d'acheter des... Donc, on va dire qu'il faut instaurer cette culture de l'épargne. On peut épargner. On a 1 500 francs. Je sais que je vais avoir des problèmes à la sortie de l'université. C'est maintenant que je dois commencer à épargner pour pouvoir créer mon entreprise. Ce que vous dites est d'autant plus vrai que parfois, surtout dans les pays francophones, on a tendance à penser que parce qu'on est étudiant, on ne peut pas acheter un terrain. Parce qu'on est étudiant, on ne peut pas monter quelque chose de solide. Alors que c'est là même qu'il faut, il faut y aller. C'est exact. Aujourd'hui, j'ai peut-être 2 millions d'étudiants en Côte d'Ivoire. Si chaque étudiant épargne 100 francs par jour, ça fait 200 millions. Sur une semaine, on a 1 milliard. Et on va créer un fonds d'entrepreneuriat pour la jeunesse. Avec ça, cette épargne. Il faut dire qu'il y a des parents qui ne sont pas du tout d'accord. Il y a des parents qui préfèrent que les enfants à l'école se focalisent sur leurs études. C'est dommage. Les études aboutissent à quoi aujourd'hui? Au chômage. Mais ce sont les parents qui doivent encourager la constitution de l'épargne pour qu'à terme, 2 ou 3, 4 étudiants s'associent pour créer leur entreprise. Il y a des parents même qui épargnent pour leurs enfants dès leur naissance. C'est déjà bien, mais il faut apprendre à l'enfant à épargner. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, il y a plusieurs manières de trouver des fonds. Il y a d'abord des... Je suis un citoyen lambda, j'ai un parent peut-être qui est bien placé, je vais le voir pour qu'il m'aide à démarrer une entreprise. Il y a l'épargne, comme vous avez dit, c'est-à-dire moi-même, j'ai économisé depuis longtemps, mais et les banques dans tout ça? Oui, mais
Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est utopique de dire qu'on peut avoir un projet, être jeune, avoir entre 25 et 45 ans, avoir un projet et aller dans une banque? Est-ce que ça relève pas de l'utopie? Est-ce que c'est toujours possible ça en Côte d'Ivoire? C'est possible, mais c'est difficile. Pourquoi? Parce que on a dit ici que l'entreprise, c'est le saut dans l'inconnu. C'est un risque que je prends. C'est un pari sur l'avenir. Mais les fonds que gère la banque, c'est les fonds de tout le monde. Donc, moi, je vais prendre mon risque. Pourquoi je vais impliquer la banque dans cette histoire? Voilà pourquoi on a fait l'étude de faisabilité, pour rassurer le bailleur de fonds. Mais même ça, ça va être difficile quand vous n'avez pas commencé. Tant que vous n'avez pas produit les états financiers pour rassurer le banquier, ça va être difficile parce que les fonds qu'il prête ne lui appartiennent pas. Et même le parent que vous allez voir pour vous aider, il va vous demander, est-ce que... Je peux parier ici sur ce plateau, parfois les gens sont venus vous voir pour dire, j'ai besoin, Marco, il faut m'aider, je sais que ça marche. Et puis quand vous avez donné l'argent, 3 ou 4 jours après, ils reviennent pour dire non, ça n'a pas marché. Vous voyez, ça c'est le vrai. Donc, tant que les gens n'ont pas la culture de l'épargne, ça va être difficile. Remarquez quelque chose. Aujourd'hui, si nous sommes combien de millions en Côte d'Ivoire? 20 millions? 22 millions. 22,5, plus de 22 millions. On tend vers 25 millions. On n'a pas les chiffres exacts. Prenons 10 millions de parents qui décident, bon, aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'entrepreneuriat jeune. Moi, je donne 1000 francs. On obtient combien de francs? On était à peu près 1 milliard, 10 milliards de francs CFA. Avec M. Quadio, c'est simple. On obtient 10 milliards CFA. Et avec 10 milliards de francs CFA, on peut créer beaucoup d'entreprises. Un autre exemple, il y a combien de gens qui ont été rapatriés de la Libye? À peu près 4 000, à peu près 6 000. Et chacun va avec 1 million de francs CFA. Ça fait 6 milliards de francs CFA perdus pour l'économie ivoirienne. Vous voyez, on a dépensé 6 milliards de francs pour être rapatrié. Or, avec 6 milliards de francs, on peut créer beaucoup d'entreprises. Et ce que vous dites, c'est tellement vrai. Et la plupart de ces fonds-là, ce sont les familles qui cotisent. C'est les familles qui pour remettre aux immigrés. Oui, les parents, les amis. Alors, au lieu de leur donner ça, pour aller les noyer dans la mer, ils peuvent venir nous voir et nous allons encadrer ces jeunes. Je vous ai dit, il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Il y a beaucoup d'idées d'entreprises. Nous-mêmes, nous sommes une banque d'idées. Mais il faut que les gens viennent acheter ces idées. Et alors, nous allons les aider à créer des entreprises. Dit comme ça, c'est vrai, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres contingences peut-être qui nous échappent, qui entrent en ligne de compte? Parce que l'environnement sociopolitique, l'environnement global, les gens sont découragés de ce qui se passe en Afrique, ils n'ont plus confiance en l'administration, par exemple. Ils n'ont plus confiance, ils n'ont plus le moral. Est-ce que ça, c'est pas... Parce que tout ce que vous dites là, il y a certains parents, au moins la majorité, qui en sont conscients. Mais bon, est-ce qu'il n'y a pas d'autres choses, des endogènes, exogènes, qui rentrent en ligne de compte? L'environnement existera toujours. Mais est-ce pour cela, on doit laisser les enfants partir, se décourager? Non, ce n'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose. Et c'est quelque chose, on peut le faire en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de projets. Prenons la salubrité. Sur le plateau ici, tous ceux qui passent disent la Côte d'Ivoire est sale. Mais il y a beaucoup de projets dans la salubrité. L'économie verte. Oui, dans l'économie verte, je vois la ministre parler de salubrité à longueur de journée. Mais sortez du plateau ici, regardez un peu. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à gagner. L'État dit, je dépense des milliards de francs CFA pour la salubrité, mais nous, on constate qu'il y a toute la saleté. Idée d'affaires, on va creuser et on va rendre les villes de Côte d'Ivoire propres. Vous savez, M. Quadio, s'enrichir. Dans ma petite carrière de présentateur, j'ai eu la chance d'avoir de grands consultants qui, après ce plateau, sont devenus maires, ministres, députés. Croyez-moi, le discours qu'ils tiennent sur le plateau, j'en ai rencontré un il n'y a pas longtemps dans la salle de maquillage, mais quand ils arrivent aux affaires, c'est comme s'ils sont... C'est comme s'il y a quelque chose qui dépasse toute pensée cartésienne. Parce que quand vous parlez comme ça, je suis content. Mais M. Quadio, demain, aux affaires, avec tout ce qu'il y a comme environnement, il fait quoi? Est-ce qu'il peut tenir?
je vais tenir. Je vais tenir. On va garder les archives de cette émission. Et puis parce que franchement, on en a reçu, depuis 17 ans que nous sommes à l'antenne, on a vu passer des gens, parler de bons projets. Après, même franchement, quand on les voit, ils baissent la tête parce qu'ils savent que, ah, petit frère, ce qu'il a dit là, c'était pas facile. Non. Soit dit en passant. Alors, où trouver les fonds pour démarrer? Alors, on récapitule. Hein. Il y a les fonds propres, c'est-à-dire l'épargne. Et puis, il y a les fonds extérieurs, les parents, les amis et les bailleurs de fonds. Est-ce qu'actuellement, les bailleurs de fonds sont toujours prêts à aider? Bien, par exemple, vous voyez, par exemple, il y a le Fonds national de la jeunesse. Mais moi, je me demande pourquoi on veut transformer tous les jeunes Ivoiriens en entrepreneurs. On peut les associer, on peut faire de l'entrepreneuriat coopératif. On en a discuté sur ces plateaux. On peut les regrouper autour des projets, leur donner 2 millions, 3 millions, 4 millions ensemble et on les encadre. Au lieu de donner 2 millions à chacun. Au lieu de donner 2 millions à chacun. Vous voyez, c'est toujours possible. Mais il faut qu'ils viennent nous voir. Il faut qu'ils viennent nous voir. C'est de ça qu'il s'agit. Il ne faut pas être là-bas. Il faut venir voir le privé. Il y a des solutions concrètes. Concrètes. Voilà. Qui résistent à tout. Voilà. Quel que soit l'endroit où vous êtes. Voilà. Ça passe. D'accord. Mais est-ce là-bas... que vous avez déjà fait des choses concrètes avec un groupe pour montrer un peu... voilà. Dites-nous, expliquez-nous. Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? J'ai dit à certains étudiants... Des déclinaisons concrètes. Je leur ai dit, si vous sortez d'ici, que vous dites que vous êtes chômeur, ce n'est pas possible. Parce qu'on vous a tout appris. Alors, allez-y à la RTI, par exemple, demandez combien de poulets Gobaï mange par semaine, combien de poulets Nessi prend par semaine. Allez-y dans les fermes, prenez des poulets, venez les livrer à la maison. Comme ça, ils ne vont plus aller au marché. Par exemple. Voilà. Et puis vous avez votre marge, tranquillement. Ils ont commencé. Ça marche. Au lieu de sortir manger à midi, par exemple, venez leur donner, c'est de plus en plus en vogue, venez leur donner à manger au bureau, tranquillement. C'est aussi simple que ça. Bien, dans une et bonne vous créez votre entreprise comme ça. Au départ, vous allez à pied. Après, vous avez des motos. Et un jour, vous allez avoir des véhicules de livraison. Et vous allez embaucher d'autres personnes encore. Voilà. Il faut surtout beaucoup de patience. Beaucoup de patience. De méthodologie aussi. De méthodologie. Il ne faut pas croire que vous allez être riche tout d'un coup. Et la prochaine fois, on va parler de l'emprunt. Les 4 B, les 4 bonnes raisons pour emprunter. Les 4 B de l'emprunt. Monsieur Kouadio, avec Kadi Fadiga aussi, il faut qu'on parle d'un thème. Oui. La jeunesse devant l'argent. Parce que parfois, il y a des jeunes qui ont de très bons projets. Ça démarre bien, ils engrangent beaucoup d'argent. Et puis après... Parce qu'ils n'investissent pas. Parce que, non, au fait, il y a la maîtrise même devant l'argent. Notre génération, les générations qui... Il n'y a pas une certaine maîtrise. Avant, dans les années 70, 80, 90, il y avait une certaine... on avait peur de l'argent. On avait peur de l'argent, une certaine sacralisation. Mais aujourd'hui, les gens n'ont pas peur de l'argent. On est dans une période de travaillement, de la facilité. Du matu vu. Voilà. Et ça, c'est dommage. Quand vous vous retrouvez dans une classe, dans un amphi, avec des enfants qui ont des appareils qui coûtent 500 000 francs. On va être à la pointe de la technologie. On n'est que des consommateurs. Des enfants qui exigent leur cadeau aujourd'hui. Voilà. Ah non, papa, moi, cette année-là, je veux tablette. On n'écrit rien. Comme s'ils connaissaient comment... On consomme. On consomme. On consomme. Mais tant que vous êtes consommateur, vous ne serez que pauvre. Voilà. On en parlera. On en parlera. Merci beaucoup à vous, monsieur Jean-Baptiste Kouadio. Comment financer mon entreprise? C'est un monsieur, une personne de très, très bon conseil au niveau économique. Et il nous a dit, il nous a fait une promesse ici. Demain, s'il est dans un endroit où il a un pouvoir de décision, on espère qu'il va mettre en pratique, mais de façon rigoureuse, tout ce qu'il nous dit sur ce plateau. Allez, Nessi, la suite de cette émission. Où est-ce qu'on va maintenant? Allez, on va partir pour la pub avant de retrouver notre invité. Il est magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales. On le retrouve pour la thématique droit, juste après la pub. Se réunir autour d'un bon repas est une tradition chez nous. Comme à toutes nos rencontres, il y a toujours beaucoup de joie partagée. Mais surtout au menu, de bons plats de riz La Rizière. Son goût unique et son parfum captivant font de chaque repas un moment de pur bonheur. La Rizière, la source du bon riz.
Chaque jour, ce sont quelques milliers de kilomètres parcourus pour vous apporter une eau pure et légère, indispensable à une bonne santé. Vous livrer une part de bien-être est ma meilleure récompense d'une journée de travail ardu. Céleste, pure et légère. Maman, tu as changé de lait? C'est très bon. Oui, c'est le lait Leti, vitaminé, riche en calcium et au goût crémeux. Il te fera déborder d'énergie. Maman, j'ai gagné. Tiens, nouveau par ici. C'est Leti. Leti, lait en poudre instantané, vous garantit pleine forme et bonne santé. Excellent pour les sportifs. Leti, le maximum d'énergie. Dans le cadre de la semaine de l'avocat du 22 au 27 janvier 2018, l'Ordre des avocats de Côte d'Ivoire convie les populations les 22, 23 et 24 janvier 2018 de 9h à 17h à des séances de consultation et des plaidoiries gratuites. Lieu, Palais de justice Plateau, Tribunal de travail Plateau, Tribunal de première instance de Yopougon, Tribunal de commerce d'Abidjan. Infoline 22 41 56 13. Avocats, acteurs de développement. La pédagogie, mesdames et messieurs, fait partie des fondamentaux de Matin Bonheur. Pédagogie, sensibilisation, information. Nous avons le grand plaisir d'avoir une fois de plus sur ce plateau le magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales, le juge Daniogo Clofan. Donc avec lui, nous allons aborder le thème suivant, le fonctionnement de la cour d'assises. C'est quoi une cour d'assises? Comment elle se compose? Et puis, comment ça se passe, les jugements là-bas? Quelles sont ses composantes? Enfin, autant de questions que le commun des mortels se pose. Eh bien, on essaie de résumer tout ça dans ce reportage et après, on va approfondir avec l'invité que nous avons la chance d'avoir sur ce plateau. Coup de théâtre au procès d'assises d'Abidjan. Nous sommes le 28 mars 2017. Simone Gbagbo est acquitté de crimes contre l'humanité lors de la crise post-électorale. Un verdict inattendu alors que le procureur général avait requis la prison à perpétuité. Mais la décision du jury à la majorité a pris le pas sur celle du procureur général. C'est tout cela qui fait la particularité de la cour d'assises. Contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir où ce sont des magistrats professionnels qui font œuvre de judicature, ici à côté des magistrats professionnels que sont le représentant du ministère public et les représentants du siège, un président et 2 conseillers, on a des citoyens qui sont pris pour aider la juridiction dans son travail de judicature, pour participer. C'est le jury qui est composé de jurés. Donc la spécificité de la cour d'assises, c'est la présence de jurés aux côtés des magistrats professionnels pour juger. La cour d'assises est une juridiction chargée de juger les personnes mises en accusation pour les infractions les plus graves, telles que les viols, crimes et tentatives de crimes. Alors, pendant les audiences, on a du beau monde curieux de connaître le verdict. Mais chose bizarre, la cour d'assises n'est pas connue. La cour d'assises, c'est un instrument de la justice. Lorsque on a eu une condamnation, qu'on peut faire appel à cette institution pour pouvoir délibérer en faveur de la personne pour diminuer la peine de prison. C'est une branche liée à la justice. C'est le tribunal qui s'occupe d'affaires d'ordre criminel. Ce que je voulais dire concernant Mme Gbagbo qui était acquittée, ça participe à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Pour moi, elle a été acquittée, c'est bon. Tantôt, on parlait de la justice des vainqueurs et tout ça. Mais bon, compte tenu de ce qui vient de se passer, on pense que effectivement, la justice est là pour tout le monde. La cour d'assises, une juridiction bien particulière et soucieuse de son image. Alors pour l'accusé, il y a toujours une solution pour sa défense. Lorsque l'accusé n'a pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat, il y en a commis un d'office pour qu'il puisse se défendre, puisque l'infraction pour laquelle il est poursuivi est passible de la peine la plus grave, de la sanction la plus grave. Donc ici, l'État fait œuvre d'assistance
à quelqu'un qui a troublé gravement l'ordre public. Mais c'est pour que vraiment, lorsqu'il sera sanctionné, il ne puisse pas dire que c'est parce que je n'avais pas de défenseur. La cour d'assises n'est pas une juridiction permanente. Elle siège tous les 3 mois dans les tribunaux où les infractions criminelles ont été instruites. Et quant aux jurés, ils sont choisis parmi les citoyens exemplaires et de bonne moralité. Alors, de retour sur le plateau de Matin Bonheur, nous recevons le magistrat hors hiérarchie, M. Daniogo Clofan. Ngolon. Alors, dites-nous, à part ce qu'on vient de voir comme définition, est-ce qu'il y a une autre définition de la cour d'assises? Non, là, il n'y a pas plusieurs définitions en ce qui concerne la cour d'assises. La cour d'assises, c'est la juridiction qui est chargée de juger les infractions les plus graves, c'est-à-dire les crimes. La définition qui existe. Alors tout à l'heure, dans l'entame, dans l'attaque, comme on dit dans le jargon journalistique de ce reportage, on a parlé de coup de théâtre concernant le procès de l'ex-première dame. Vous partagez ce mot coup de théâtre? Est-ce qu'il y a des coups de théâtre en... Non, en matière de justice, c'est un abus de langage. On ne peut pas faire de coups de théâtre. C'est comme si tout le monde s'attendait à une chose et le contraire est arrivé. Non, en matière de procès, on ne peut pas prévoir l'issue. Le procès, la décision est prise après débat contradictoire. Toutes les parties sont entendues, la personne qui est poursuivie est entendue, les défenseurs sont entendus, les juges écoutent et à la fin de tout cela, le jury décide. Donc on ne peut pas parler de coup de théâtre. Ou bien, en tout cas, c'est un abus de langage. La justice suit toujours son cours. Absolument. Dites-nous, monsieur le juge, comment... Je voudrais même préciser, même le juge qui a un dossier, il ne peut même pas savoir quelle est la décision qu'il va prendre à l'avance. Il ne peut pas. Il peut lire un dossier, il peut être sûr de la culpabilité de quelqu'un, d'un accusé ou d'un prévenu. Mais arriver à l'audience, une circonstance à laquelle il ne s'attendait pas peut se produire. Et donc, il va changer le cours de la décision. Et il revoit son jugement. Et il revoit immédiatement. Atténuante ou aggravante. Absolument. Voilà, on peut dire, bon, par exemple, cette personne va être relaxée ou acquittée. Il y a eu vice de procédure. Absolument. Et puis, il y a un témoin qui vient, ou bien il y a une pièce qui n'était pas connue, qui se présente. Et dans ce cas, le juge va revoir sa décision. C'est jusqu'au... Ça cause on parle de délibération. Après avoir écouté tout le monde, alors le juge ou le tribunal se réunit pour aller voir pièce par pièce. Écoutez, qu'est-ce qui a été dit avant de rendre la décision. Justement, le tribunal qui s'est réuni, qu'est-ce qui compose ce tribunal, à part les juges, les jurés? Non, le tribunal, c'est... Enfin, la cour d'assises, si c'est la cour d'assises, c'est, disons, 3 magistrats plus 6 jurés. C'est ça qui constitue la cour d'assises. Si c'est le tribunal, c'est 3 magistrats au moins, pour les délits, les contraventions, etc. Donc, dans le cas de la cour d'assises, 3 magistrats, 6 jurés. 6 jurés. Alors, les jurés, ça c'est la grande question, sont choisis comment? Le processus de choix des jurés est simple. Il commence à la préfecture. Au bout de chaque période tribunale, les préfets de chaque département où il y a une juridiction, il y a un tribunal de première instance, choisissent des jurés et communiquent leur nom au procureur de la République. Sur quelle base? Bon, sur la base de la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire? Le préfet doit connaître les citoyens de sa région, de sa zone. Donc, les citoyens les plus corrects doivent être connus, même s'ils ne savent pas qu'ils sont connus. Voilà. Quel est le degré de jugement de la correction? Bon, c'est subjectif, mais quand même, quand vous présentez, vous avez à choisir, par exemple, au niveau d'Abidjan, 60 personnes. C'est le préfet d'Abidjan qui a choisi 60 personnes pour la liste principale et 24 personnes pour la liste secondaire. Mais nous sommes 6 millions au moins à Abidjan. 60 personnes, ce sont des personnes de qualité. Les personnes de qualité, ce n'est pas forcément moi, ce n'est pas forcément vous, c'est les anonymes qui sont là. Ça peut être quelqu'un, un technicien de surface, mais ça peut être quelqu'un de qualité qui va venir, qui a une capacité d'écoute, qui a un jugement vraiment développé, plus que celui qui a été dans un amphithéâtre qui est bardé de diplômes. Absolument. Voilà, donc ce sont ces personnes-là qui doivent être choisies pour pouvoir décider du sort des personnes qui sont poursuivies pour les infractions les plus graves. Et justement, ces personnes-là sont-elles rémunérées? Oui, il y a une indemnité qui est posée.
juste symboliquement, sinon c'est une participation à la pacification de la société. En même temps, peut-être que c'est une rémunération symbolique. Mais ça dure combien de temps si on doit prendre des personnes assez correctes, responsables, qui vont laisser leurs différentes activités pour venir assister à un procès qui dure d'ailleurs combien de temps? Bon, on ne peut pas prévoir la durée d'un procès. Vous avez vu, tout dépend de l'ampleur du dossier, de la gravité des faits. Il y a des dossiers qu'on peut prendre en une demi-journée, mais il y a des dossiers dont l'instruction peut durer des mois. Des années. Oui, des années, c'est possible. L'instruction des mois, pas forcément des années. Monsieur, je reviens sur le choix des jurés. Le préfet, qui, on le sait tous, est le représentant de l'administration dans une région, donc qui peut avoir des ordres de là-haut. Je vous comprends tout de suite. Non, vous ne me comprenez pas encore. D'accord. Donc, sur quoi on se bat? Le préfet peut, je raisonne comme ça. Bon, je me mets à la place de tous les Ivoiriens qui aimeraient poser des questions. Absolument. Voilà, il faut prendre des garde-fous, on ne sait jamais. Alors, le préfet qui découle, qui reçoit des ordres de haut placés, sur quoi se base-t-il concrètement, toute objectivité, pour choisir quelqu'un? Qu'est-ce qui prouve que derrière, ce n'est pas quelqu'un qui a un parti politique, qui est du même parti politique que le président, que le premier ministre, que le vice-président? Qui sait? Comment savoir que cette personne est de bonne moralité avec M majuscule? Il n'y a pas d'appareil pour voir ça? Comment ça se fait? Vous savez, la vie est d'abord une question de confiance. Dans nos pays en Afrique? Non, il faut que l'individu ou nous qui composons nos pays, nous puissions nous faire confiance. Tout le monde est présumé être de bonne foi. Si vous raisonnez comme ça, ça veut dire qu'on ne pourra même pas travailler. Moi, je ne pourrais pas travailler parce que je travaille pour l'administration. Mais en ma qualité de magistrat, moi, si je suis au siège, je suis indépendant. Donc, dans l'exercice de mes fonctions, je ne m'occuperai pas, par exemple, vraiment de quelque ordre que ce soit lorsque je suis en fonction. Mais le préfet, lorsqu'il s'agit d'intervenir dans le domaine de la justice par le choix des juges, parce que les jurés vont devenir juges, donc ils vont être investis de l'autorité juridictionnelle et qui vont rendre la justice au nom du peuple. Le préfet doit avoir la capacité de dédoublement. C'est-à-dire, je suis dans mon rôle de représentant de l'exécutif, je joue ce rôle. Mais je suis dans mon jeu de représentant de la société entière. Je vais choisir des gens qui vont rendre la justice au nom du peuple. Ça, c'est dans un monde idéal. Mais nous sommes en Afrique, les gens n'ont pas confiance. La résonance particulière, par exemple, avec le procès de ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans le reportage, nous montre que les gens, franchement, la confiance, il n'y a pas de confiance. Ça, faut qu'on se le dise. Maintenant, quand il n'y a pas ça, pour redonner, pour essayer, par exemple, de rassurer les gens, est-ce que, par exemple, il n'y a pas eu des cas où on a choisi quelqu'un et la personne a déçu? Non, vous savez, quand le préfet fait des propositions et le choix définitif revient au ministère de la Justice, au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Le préfet fait une proposition, dans le cas d'Abidjan, si on prend le cas d'Abidjan, Abidjan, 60 premiers noms, 24 seconds noms, pour le reste du pays, 50 noms et puis 18 noms. Vous voyez, donc lorsque les 60 noms sont communiqués au procureur de la République, il les communique au procureur général et le procureur général les communique au garde des Sceaux. Le garde des Sceaux les transmet à ses services techniques, notamment la direction des affaires civiles et pénales. La direction des affaires civiles et pénales passe au peigne fin chaque proposition de juré. Il faut une enquête de moralité. Mais en cas de moralité, lorsque ce serait nécessaire. Quand même, nous avons des oreilles. Voilà. Donc, moi, pour le moment, avec mes collaborateurs, nous passons la liste des jurés pour savoir est-ce que ces personnes répondent à la qualité que doit revêtir un juge. Si la réponse est oui, alors nous retenons ces personnes. Si la réponse est non, alors on les recherche. Il est arrivé, par exemple, qu'on me transmette une liste où tous les jurés sont étudiants. Vous voyez, ils sont étudiants en droit, donc le préfet a pensé que bon, c'est un des juristes qui sont les mieux aptes à rendre la justice. Lorsqu'on a vu profession, parce qu'il y a des incompatibilités, il y a des incapacités, on regarde les professions. Alors justement, quelles sont, monsieur le juge, les incapacités qui a de fortes chances de ne pas être juré? Lorsque quelqu'un a déjà été condamné, il est incapable d'être juré. D'accord. Voilà. Donc, dès que vous avez été condamné, dès qu'une personne a été condamnée, il n'y a rien. Alors, on cherche les cas judiciaires de gens propres, des gens qui n'ont rien à se reprocher. D'accord. Et il y a les incompatibilités
À côté de cela, par exemple, quand vous êtes militaire, vous êtes policier, vous êtes agent des eaux et forêts, vous êtes magistrat, vous ne pouvez pas être... votre fonction est incompatible avec la fonction des jurés. Vous comprenez aisément. Donc, nous regardons... Vous êtes personnage public aussi. Vous, personnage public, non, c'est pas interdit, mais on se méfie. Pourquoi? Parce que les citoyens que vous allez juger, si vous les connaissez, votre impartialité peut être mise à rude épreuve. Donc, il faut des gens qui connaissent le minimum de personnes et qui sont les moins connus. Mais comment on fait pour comprendre, pour savoir que cette personne-là ne connaît pas des personnes? Comment on fait? Parce qu'on a eu des cas, Nessie et moi, on en parlait, on a eu des cas où le monsieur, c'est un citoyen, mais vraiment modèle. Oui. Mais lors des assises, il enlève le masque et on voit tout. Et ça peut fausser la vie de quelqu'un? Non, mais il n'est pas seul, cette personne. Ça peut arriver, dans l'absolu, je ne dis pas que ça peut arriver, ça peut arriver, mais n'oubliez pas qu'ils sont neufs. Ils sont neufs. Mais si ce seul-là a une capacité, un charisme, non, là-bas, il ne s'agit pas de convaincre. Même le président des assises n'a pas le droit de convaincre un juré. Chacun donne son avis. Voilà, chacun donne son avis. Et il procède par vote. Voilà, il procède par vote et c'est écrit, c'est secret. Justement, parlons de secret. Oui. Les jurés sont tenus au secret professionnel. Absolument. Ils sont tenus au secret. Des délibérations. Comment ils sont, où ils sont gardés pendant tout le procès? Pendant tout le procès... Est-ce que la sécurité est vraiment assurée? La sécurité est une question relative. Voilà. Même celui qui détient une arme, sa sécurité n'est pas assurée. Vous le savez aussi mieux que moi. Donc, il faut faire correctement son travail. Quand vous venez, ce qui vous est demandé par la loi, c'est ce que vous faites. Croyez-moi, c'est la meilleure sécurité. Pour nous, magistrats, c'est ce qui prévaut. Moi, je suis magistrat depuis 30 ans. Est-ce qu'ils rentrent chez eux à la maison pour revenir à l'ouverture du procès? Ou bien ils ont un endroit spécial? Non, ils rentrent chez eux et puis ils reviennent. Mais à ce moment-là, comment on les protège? Parce que pendant l'audience, on les voit là. Oui. On les voit. Oui. On les voit. Bon, on n'a pas de système mafieux. Bon, vous savez, parce qu'on peut passer le mot, on peut donner des infos pour dire que oui, tel, bon, on ne sait jamais. Vous savez, je vais vous dire quelque chose que j'ai rencontré dans le domaine de la justice. Contrairement à ce que vous pensez, lorsque vous jugez en fonction de la loi, ceux qui sont jugés, ils reviennent vous voir, monsieur, merci. J'ai eu plusieurs cas comme ça. Il y a un jeune, à l'époque j'étais juge d'instruction, il avait commis des infractions. Et la manière d'instruire. Et après, on lui a donné donc conseil, c'était une école pour lui. Quand il est sorti, peut-être 15 ans après, il m'a retrouvé dans un bureau à l'époque, j'étais à la cour d'appel d'Abidjan. Il a cherché à me rencontrer et il est venu pour me dire, pour me saluer. Moi, je ne le reconnaissais plus, il était devenu, il était accompli, etc., etc. Et puis, il me dit, vous ne me reconnaissez pas? Il dit non. Il dit, je suis un tel. Je dis, ça ne me dit rien. Il dit, non, en telle année, vous avez, etc. Là, je l'ai reconnu. Il dit, mais pourquoi vous venez? Il dit, c'est pour venir vous dire merci, parce que grâce à ce procès, je suis devenu, moi-même, j'ai quitté le groupe. Est-ce que vous comprenez? Donc, le problème de sécurité, il ne faut pas focaliser l'attention sur ça. C'est tout à fait normal qu'on prenne des précautions pour que les gens soient en sécurité. Mais la meilleure sécurité, c'est la bonne justice. Voilà. Okay. Et on choisit les citoyens, les jurés, les meilleurs. En tout cas, certains citoyens que nous considérons comme meilleurs pour pouvoir participer à cette œuvre de justice d'une importance importante, d'une importance capitale, compte tenu de la nature de l'infraction qui est crime. D'accord. Vous parlez de bonne justice là. Oui. Et quand c'est fait, quand le procès est fini, est-ce qu'on peut faire appel à la décision des jurys? Non, en matière de crime, il n'y a pas de double degré de juridiction. Lorsque la Cour d'assises rend sa décision, pour aller en cassation devant la Cour suprême, quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, la loi n'a pas prévu le double degré de juridiction en cette matière, ce qui va être corrigé. Ok, on espère. Alors pourquoi l'ouverture des procès en assises tous les 3 mois, c'est pas un peu long? Bon, on peut penser que c'est long, mais les dossiers d'assises ce n'est pas beaucoup de dossiers. C'est des dossiers uniquement criminels. Les autres sont jugés par le tribunal correctionnel, par le tribunal de Sainte-Police. Mais si, comme je vous l'ai dit, lorsqu'il y a beaucoup de dossiers, le premier président de la Cour d'appel peut décider des sessions supplémentaires. Voilà. Mais généralement, il ne faut pas souhaiter qu'il y ait beaucoup de crimes. Voilà. Donc, au bout vous dites que ce n'est pas long, mais en attendant, les accusés, enfin les présumés accusés sont en prison.
Oui, ça peut arriver. C'est incommodant pour leur famille, pour leurs proches, tout ça. Absolument. Mais il y en a même qui décèdent avant le procès, tout ça. Absolument, mais même celui qui n'est pas en prison, il peut décéder. Oui, ça. Voilà, donc la vie de l'homme, c'est une inconnue. Et généralement, quelles sont les sanctions en cour d'assises, disons après le procès, après quand le la procès, décision finale est donnée? La personne peut encourir la condamnation à perpétuité. La personne peut être condamnée à perpétuité. Et le minimum, c'est, enfin, prévu par la loi, par définition du crime, c'est 10 ans, au moins, enfin, 10 qui dépasse 10 ans. Voilà. C'est-à-dire que le crime, c'est l'infraction qui est passible soit d'un emprisonnement à perpétuité, soit d'une amende supérieure à 10 ans. Donc, la fourchette est là. Mais attention, la loi dit tout simplement que si la cour d'assises admet l'existence de circonstances, elle peut descendre en dessous du minimum prévu par la loi et aller jusqu'à prononcer 1 jour d'emprisonnement. Ça, c'est ce que la loi dit. Voilà. Okay. Donc, théoriquement, c'est les infractions vraiment qui encourent des peines lourdes. Voilà. Généralement, perpétuité, ce n'est pas une petite affaire. Okay. Voilà. Alors, très souvent, monsieur le juge, on a des procès en assises qui finissent par des non-lieux. Alors, qui dédommage l'accusé? Bon, peut-être on parle là d'acquittement. Voilà, non-lieu, ça c'est devant le juge d'instruction. Oui, pardon. Normalement, c'est-à-dire que lorsque le procès se termine par un acquittement, c'est la personne qui a été poursuivie qui apprécie. Voilà. Si la personne estime qu'elle a été injustement gardée, elle peut s'adresser à l'État. Elle peut porter plainte. Ça ne vous fait pas penser à un cas public? Non, je n'ai pas souvenir d'un cas public comme ça. Mais c'est parce que le non-lieu ou l'acquittement, ça peut se jouer sur des détails. Hein. Ça peut se jouer sur des détails. Voilà, donc la personne qui va demander réparation à l'État doit prouver qu'elle a subi un préjudice injustement. Voilà. L'État va... non-lieu. Oui, non, le non-lieu peut être, par exemple, que l'infraction est prescrite, par exemple. Voilà, il y a un délai de prescription. Si la personne a bénéficié de la prescription, c'est un droit, mais l'infraction est là, il y a une victime. Et la personne qui a été tuée. Alors, comment on fait? Voilà. Donc, attention, c'est pas toujours évident. Justement. Oui. Et qui est jugé en cour d'assises? Les femmes, les enfants, les hommes? Les femmes, les hommes et une catégorie, je préfère le terme mineur. Voilà. Mais toute personne qui n'a pas atteint 16 ans ne peut pas être jugée en assises. En fait, il y a 2 catégories de cours d'assises. Il y a la cour d'assises tout court et la cour d'assises des mineurs. Et les justiciables de la cour d'assises des mineurs sont les mineurs qui ont 16 ans révolus. Voilà. Mais pour les majeurs, c'est 18 ans révolus. Voilà. La majorité pénale est de 18 ans révolus. Voilà. Donc, quand on parle de cour d'assises, c'est pour les personnes qui sont âgées de 18 ans au moins. Maintenant, pour la cour d'assises des mineurs, c'est les mineurs qui sont âgés de 16 ans au moins et de 18, ils n'atteignent pas 18 ans, c'est-à-dire 17 ans, beaucoup de jours. Monsieur le juge, avec votre expérience, vous êtes magistrat hors hiérarchie, qu'est-ce que vous souhaiteriez voir changer au sein de cours d'assises, améliorer? Parce que vous avez dit tout à l'heure qu'il y a des choses qui pourraient être changées, notamment... Oui, bon, vous voyez, on discute, pour qu'on discute, c'est parce qu'il y a problème. Voilà, parce que le jugement, ce n'est pas une chose simple. Absolument. Voilà. Ça implique beaucoup de choses. Oui, le juge doit être investi de beaucoup de choses. Il doit être psychologue, il doit être sociologue, il doit être enseignant. Virtuellement, il doit être médecin. Vous voyez, il doit savoir beaucoup de choses de la société. Alors, quand vous prenez quelqu'un qui est loin de tout cela, pour venir se prononcer sur des infractions les plus graves de la société, vous voyez, il y a un problème. Donc, dans les ouvrages, vous allez voir, pour ou contre les jurés, dans tous les ouvrages de droit, de procédure surtout, vous allez voir cela. Mais le problème ne se pose pas en ce terme. Est-ce qu'on se demandait, est-ce que c'est efficace? Voilà, le garde des Sceaux s'est posé cette question. Est-ce que, en l'état actuel des choses, l'existence des jurés, par exemple, est efficace pour une bonne justice? La réponse? La réponse, ce n'est pas évident. Parce qu'il y a des pays même qui ont changé complètement. On ne parle plus de cours d'assises, on ne parle plus de jurés.
Voilà, on crée une juridiction criminelle. Donc, qui va répondre au problème du double degré de juridiction. C'est-à-dire que quelqu'un est jugé par le tribunal criminel, la personne a été reconnue coupable et condamnée, il faut lui donner la possibilité d'aller défendre sa cause devant des juges plus expérimentés, donc à la cour d'appel. Si à ce niveau la personne est condamnée, il faut lui donner également la possibilité d'aller défendre la cause devant la Cour suprême. C'est à l'issue de ce processus que, si on a perdu, on doit dire, même si on est convaincu qu'on est innocent, il faut accepter cette décision. Mauvaise conscience, monsieur le juge? Mauvaise conscience, c'est-à-dire? Non, non, pas forcément. Mais le processus est là. Donc, je pense qu'il faut évoluer. Nous sommes dans un monde de spécialisation continue. Oui. Donc, il faut... De remise en cause permanente. Exactement. Donc, il faut faire de la justice une affaire de professionnels. Voilà. Quitte à choisir des gens d'une certaine expérience pour pouvoir se prononcer sur ces cas. C'est pourquoi, si c'est moi, c'est exactement dans ce sens-là que j'évoluerai. D'accord. Voilà. Monsieur le juge, oui. On va revenir sur les crimes qui sont jugés en cour d'assises. C'est ça. Qu'est-ce qui englobe les crimes? Les crimes, c'est uniquement les infractions. Voilà. Je vais citer quelques-uns, par exemple, assassinat, par exemple, meurtre, par exemple, coup mortel. Voilà. Vous voyez, le meurtre, c'est celui qui a tué et qui a voulu effectivement tuer. C'est différent de, vous êtes au volant de votre voiture, quelqu'un au volant de sa voiture, et puis bon, un imprudent traverse la route à un moment où vous ne vous s'y attendez pas. Vous touchez une telle personne mortellement, on ne peut pas dire que vous avez voulu tuer. Vous avez tué, mais vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas recherché le résultat. Voilà, c'est ce qu'on appelle homicide involontaire. Et dans ce cas, c'est un délit. Mais du point de vue juridique, le crime est l'infraction qui est passible d'une peine d'emprisonnement perpétuel ou d'une amende supérieure à 10 années. C'est ça qui est le crime. Voilà. Et donc, si une telle infraction est commise, il faut forcément, on doit être jugé, passer devant la cour d'assises. Voilà. Un tribunal correctionnel ne peut pas juger une telle infraction, sauf si la chambre d'accusation en dispose ainsi. Voilà. La chambre d'accusation, c'est la juridiction d'instruction du second degré. Donc, tous les crimes, tous les cas de crime passent forcément devant elle. C'est l'obligation de double degré d'instruction au niveau criminel. Donc, lorsque la chambre d'accusation est saisie, j'ai été président de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Abidjan pendant à peu près 5 ans, lorsque la chambre d'accusation est saisie, alors elle vérifie est-ce que cette infraction mérite de passer devant la cour d'assises. Si de son point de vue, la réponse est négative, alors elle renvoie cette cause devant le tribunal correctionnel pour être jugée. Et on ne parle pas de cour d'assises. Monsieur le juge, le prochain procès, c'est où? Le procès prochain? C'est à l'intérieur ou à Abidjan? Non, la cour d'assises se tient partout, sur le territoire de la République. Oui, mais là, l'imminence, c'est... On va avoir l'exclusivité à Matin Bonheur. L'imminence, ce sera où? Non, de toute façon, c'est une ordonnance du premier président qui fixe la date de la tenue de la cour d'assises. Tant que je n'ai pas cette ordonnance, je ne peux pas donner de date. Mais chaque 3 mois... Oui, chaque 3 mois. Chaque 3 mois, voilà, au sein des tribunaux de première instance. Et c'est ouvert au public? Oui, c'est ouvert, c'est clair et net. Sauf si la publicité est jugée dangereuse. C'est ouvert aux caméras? On peut filmer? Si le président de la cour d'assises vous l'autorise. D'accord. Voilà. A priori, non, mais ça peut être autorisé. Voilà. Vous avez vu des procès qui ont été filmés ici. Médiatisés. Voilà. Est-ce que justement la médiatisation des procès, parfois, n'a pas une incidence? Si, ça peut... Bon, tout à l'heure, vous avez entendu. Ça peut biaiser la décision. Voilà. Lorsqu'on a vu des procès, je ne vais pas dire de nom, mais comme ce sont des procès qui sont tombés déjà dans le domaine public, vous avez vu un procès au Mali, où ça a été retransmis en direct. Pourquoi? C'est comme si on prépare quelque chose. Donc, il vaut mieux que le procès soit transparent, que les gens viennent, qu'il n'y ait pas de poids en plus. Or, vous constituez un poids en plus que vous le vouliez. Non, dès que la caméra est là, vous voyez, ça a une influence sur celui qui travaille. Merci beaucoup à vous, monsieur le magistrat hors hiérarchie, directeur des affaires civiles et pénales. Le fonctionnement de la cour d'assises constituait vraiment la charpente de notre discussion. Merci pour vos explications. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Nessie, c'est la fin de cette émission. Oui, c'est la fin de cette émission. On vous donne rendez-vous demain, même heure, 5h55 sur le même canal RTI 1. Au revoir.